Mokili Live. L'intervention que nous attendons à l'est de la RDC, de la rencontre de Kampala ensuite, et des menaces de reprise de la guerre que l'on a entendues de la part de certains éléments du M23 et d'un autre groupe armé qui serait né dans le sud Kivu, dont vous avez fait un large écho. Troisièmement, nous parlerons des 19 personnes qui ont été appréhendées par la police et les services d'intelligence d'Afrique du Sud, qui ont été inculpées hier et qui vont commencer à comparaître le 14, je crois. Et enfin, du dernier rapport de Human Rights Watch. S'agissant de la brigade internationale d'intervention, le gouvernement de la République sera neutre, a déployé dans certaines frontières à problème de notre pays l'idée qui a germé l'année dernière, nous en avons suffisamment parlé ici même, que cette idée est désormais un contenu concret. Un consensus s'est dégagé, contrairement à tout ce qui avait été entendu. Un consensus s'est dégagé lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba pour la création au sein de la MONUSCO d'une brigade d'intervention chargée d'imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Cette brigade devra être dans un premier temps constituée de 2500 soldats qui feront partie intégrante de la force MONUSCO. Elle passera ainsi, la force MONUSCO, de 17 000 hommes actuellement à 19 500 hommes. La bonne nouvelle, c'est que cette brigade, qui sera commandée par un officier tanzanien, disposera, malgré son appartenance à la MONUSCO, d'un mandat plus approprié, plus robuste, pour faire face à la menace qui pèse sur les populations du Nord Kivu. Elle disposera aussi d'une autonomie opérationnelle. Si l'on ajoute les 1500 éléments qui sont appelés à s'y joindre par la suite, la brigade internationale d'intervention au Kivu aura un effectif de 4000 hommes. Elle disposera de l'équipement approprié, notamment les drones, ces caméras volantes dont on a aussi beaucoup parlé. Et nous pensons que cette brigade sera ainsi à même de contribuer efficacement au retour de la paix qui a été fortement perturbée dans cette région depuis plusieurs mois. Intervenant à ce sujet le mercredi 6 février dernier depuis New York, M. Hervé Latsou, le secrétaire général adjoint des Nations Unies qui a en charge les opérations de maintien de la paix, a exprimé l'espoir que l'accord cadre sur la paix à l'est de la RDC puisse être signé au cours des prochains jours. Il vous souviendra que cet accord cadre devait être signé le 28 janvier dernier à Addis Abeba, en marge du 20e sommet de l'Union africaine. Mais les chefs d'État africains qui sont concernés par ce mécanisme, puisque cet accord cadre, ce n'est pas lui qui met en place la brigade internationale. Il s'agit d'une coupole, un mécanisme de suivi dont le nombre de ces pays, qui étaient 4 au départ, sont passés à 8 après le sommet de Addis Abeba. Et ces 8 États africains, parmi eux, il y en a qui ont demandé d'avoir le temps d'examiner les propositions du secrétariat général des Nations Unies. Et nous pensons qu'il vaut mieux tard que jamais. Cet accord cadre est en fait un engagement des pays de la région des Grands Lacs et des Nations Unies qui vont suivre la mise en œuvre de cet engagement à respecter et faire respecter par chacun la souveraineté des États de la région, y compris celle de la République démocratique du Congo. De renforcer la coopération régionale
en vue de résoudre les questions sécuritaires, de résoudre chacun en ce qui le concerne, les problèmes politiques, il n'y en a pas qu'en République démocratique du Congo, les problèmes identitaires, il n'y en a pas qu'en République démocratique du Congo, qui peuvent se poser à l'intérieur de leurs frontières respectives. Cet accord cadre interdit strictement aux pays de la région de soutenir des groupes armés qui menacent d'autres pays de la région. Il les appelle à mettre fin à l'impunité des criminels de guerre. Vous savez que dans le contexte de notre pays, plusieurs criminels de guerre, reconnus comme tels par la communauté internationale, cela coule douce dans un pays voisin. Les enjeux d'un tel accord sont donc très importants pour la République démocratique du Congo. Cet accord engageait au départ 4 pays: la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Mais cet accord a été étendu par la suite à l'Angola, au Congo-Brazzaville, à l'Afrique du Sud et à la Tanzanie, suite aux efforts diplomatiques de la République démocratique du Congo. Il devrait être paraphé fin février 2013 par les 8 pays précités, qui constituent ainsi, avec le secrétariat général des Nations Unies, le groupe dit 8+1. Vous entendrez beaucoup parler de 8+1. C'est une bonne chose, à notre point de vue, parce que la coupole de l'accord cadre 8+1, qui va se déployer pour encadrer la brigade internationale d'intervention, constitue une avancée notable vers une paix durable dans cette partie de notre pays et de la région des Grands Lacs qui n'a que trop souffert. Mon deuxième point de cet après-midi concerne les menaces de reprise de la guerre par certains caciques du M23, on les a entendus, et une nouvelle rébellion dont on a annoncé la création au Sud Kivu. La presse fait régulièrement état ces derniers temps d'une éventualité de la reprise de la guerre au Nord Kivu. Un grand quotidien de Kinshasa a même annoncé dans son édition du 7 février des mouvements de lutin du M23 en renforcement de positions autour de la ville de Goma. Cette information a été confirmée par le mécanisme conjoint de vérification de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Elle a été confirmée également par des sources du gouvernement provincial du Nord Kivu, chargé du contrôle de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Mais de l'avis de tous nos enquêteurs, aussi bien des autorités congolaises que celles du mécanisme conjoint mis en place par la CIRGL, il s'agissait de roulement de mécanique, des éléments du M23 destinés à faire pression sur le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre de la rencontre de Kampala. Si tel est le cas, il faut espérer que l'adoption par les 2 parties à Kampala du rapport sur la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009, intervenu le 6 février, a vidé les raisons pouvant expliquer une quelconque agitation de la part du M23 pour exercer je ne sais quel chantage sur le gouvernement. En tout état de cause, la ville de Goma est protégée. La ville de Goma sera défendue comme il se doit en cas d'attaque. La population de Goma ne doit pas céder à la panique. Le M23 n'a jamais pris Goma. Je le répète, le M23 n'a jamais pris Goma, à lui seul. Et ce n'est pas demain qu'il réalisera cet exploit. L'évaluation à Kampala de la mise en œuvre de l'accord de 2009 a révélé que sur les 35 dispositions arrêtées le 23 mars 2009 entre le gouvernement de la République et les mouvements armés du Kivu, en ce compris le CNDP, 15 dispositions avaient été totalement mises en œuvre. 8 autres l'ont été partiellement
et 12 seulement ne l'étaient pas encore. Nous disons bien ne l'étaient pas encore, puisqu'il s'agit d'un processus qui ne relève pas de la génération spontanée, ni du langage performatif d'Austin. Vous savez, how to do things with words. Comment faire des choses rien qu'avec les mots. Ce n'est pas à ça que nous nous sommes engagés, faire des miracles. Il suffit de dire pour que ce soit fait. Non, il ne suffit pas de dire pour que ce soit fait. Il ne suffit pas de dire qu'on va déployer une police de proximité pour qu'elle soit formée, qu'une école de police soit créée dans chacun de nos territoires, que des instructeurs soient déployés, que la formation se fasse et qu'on puisse déployer ces unités de police de proximité. C'est des choses qui doivent suivre un processus. Kampala a donc ainsi démontré, noir sur blanc, que prendre le prétexte de la non-exécution de l'accord du 23 mars 2009, alors que 23 dispositions sur 35 ont été exécutées, prendre donc ce prétexte pour tuer des Congolais, pour détruire le Congo, ne peut en aucune façon se justifier. D'ailleurs, au regard de cette évaluation, il est évident, et vous en conviendrez avec le gouvernement, que le CNDP a plus bénéficié de la mise en œuvre de cet accord du 23 mars 2009 que n'importe quel autre groupe armé signataire du dit accord. Ceci dit, le gouvernement continue de participer de bonne foi à la rencontre de Kampala. Mais il faut rappeler l'esprit dans lequel les 10 accords, les 10 pourparlers ont été initiés par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le président Joseph Kabila Kabange et ses homologues chefs d'État de la CIRGL, initiateurs de la rencontre de Kampala, avaient en effet précisé que quelle que soit la nature des revendications du M23, rien à Kampala ne devra compromettre ou remettre en cause l'ordre constitutionnel en vigueur en République démocratique du Congo. Ils ont dit et redit que rien à Kampala ne doit remettre en cause les autorités légitimes qui sont à la tête des institutions nationales, des institutions provinciales et des institutions locales de notre pays en vertu de la Constitution de la République démocratique du Congo. Aucun Congolais n'ira à Kampala pour réécrire la Constitution de la République démocratique du Congo. S'il faut s'attendre à des compromis, ils ne porteront en aucun cas sur quoi que ce soit qui soit susceptible d'énerver la Constitution du 28 février 2006. Et c'est le lieu de dire également que la rencontre de Kampala entre le gouvernement et le M23 n'est pas à considérer comme un exercice d'exonération ou de pardon des crimes présumés commis par les membres du M23. Ceci est certainement connu par les participants du M23 à cette conférence, parce que nous avons observé deux types d'attitudes. Une attitude beaucoup plus réceptive à la dynamique de paix et de normalisation de la part de ceux des membres du M23 qui ne sont pas étiquetés criminels par la nation, par l'Afrique et par la communauté internationale, et une attitude de bout au feu de la part de ceux qui sont étiquetés criminels, qui ont été sanctionnés par les Nations Unies, qui ne peuvent plus voyager, ne peuvent plus ouvrir un compte à l'étranger et contre lesquels courent des mandats internationaux. C'est le cas de ce Badégué qui a annoncé que le M23 allait reprendre l'offensive. Badégué est parmi les personnes sur lesquelles pèsent des sanctions des Nations Unies. Donc il faut faire très attention avec l'origine de ces propos menaçants, de ces roulements de mécaniques sans lendemain. C'est des gens qui savent qu'ils n'ont plus rien à perdre et qui pratiquent une politique de la terre brûlée. Ce n'est pas le cas pour tous les membres du M23. Le troisième point qui va nous préoccuper cet après-midi, c'est l'arrestation de 19 personnes, des Congolais, en Afrique du Sud. Les autorités de la République d'Afrique du Sud ont annoncé depuis quelques jours qu'elles avaient procédé à l'arrestation de 19 Congolais.
qui ont été inculpés jeudi 7 février pour tentative de coup d'État visant à renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo, et ils sont en train d'être poursuivis par un tribunal de Gauteng. Vous savez, Gauteng, la région qui comprend Pretoria et Johannesburg en Afrique du Sud. Il ressort des minutes de la procédure que ces 19 compatriotes appartiennent à un groupe inconnu jusque-là au bataillon, l'Union des nationalistes pour le renouveau, UNR, dont l'objectif est simplement subversif. La police sud-africaine avait été informée depuis le mois de septembre 2012 des préparatifs d'actes de subversion et de terrorisme contre la République démocratique du Congo par ce groupe. L'enquête menée à ce sujet a permis de réunir des preuves vidéo, audio, ainsi que des documents et photos où l'on peut voir certains conspirateurs posés avec des fusils AK-47 ou avec des lance-roquettes. Et la police est passée rapidement à leur arrestation. Le groupe avait contacté certains milieux d'affaires sud-africains auxquels il promettait des concessions minières en échange des soutiens qu'il sollicitait. Voilà des nationalistes, entre guillemets. Dans le groupe se trouve un certain Étienne Kabila, devenu célèbre pour ses activités contre le président de la République démocratique du Congo. C'est le même qui, vous le savez, à Sun City, il y a 11 ans déjà, à la faveur du dialogue intercongolais en 2002, s'évertuait à convaincre que le président Joseph Kabila n'était pas le fils de son père, Nzé Laurent Désiré Kabila. C'est une façon pour ce baroudeur de revenir à la charge avec cette fois-ci des armes à la main, 11 ans après. Live.